collez-vous au succès. Apprenez du succès. Quand il y a des gens qui ont du succès, essayez d'en apprendre le plus possible de ces gens-là. Admirez-les. What's up tout le monde? Bienvenue au Cashflow Podcast, tous les dimanches à 11h11. Aujourd'hui, on est dans un endroit spécial. On a deux angles de vue complètement différents de ceux d'habitude. On est chez Workbase à Montréal, accompagné de Alain, propriétaire de Workbase et de beaucoup de choses qu'on va apprendre aujourd'hui. Podcast très intéressant, deuxième podcast d'invités. On avait vraiment hâte de venir ici. On a fait un petit tour avant de commencer le podcast, puis c'est assez grand, 20 000 pieds carrés. Puis aujourd'hui, on va commencer super rapidement, juste pour ceux qui ne connaissent pas. Petite introduction rapide, puis après ça, on embarque là-dedans. Ben, écoute, rapidement, comme tu l'as dit, c'est Alain. C'est de Moscovaki, le nom de famille. C'est toujours un nom intéressant pour ceux qui ne connaissent pas puis l'histoire. Mais essentiellement, je roule de deux types de business principaux. Une dans le staffing, dans le TI. C'est-à-dire que présentement, on s'entend que dans la période du COVID, cette partie de la business, ça roule quand même assez bien. Et le deuxième, c'est ce que comme tu as mentionné, ici à Workbase, qui est des espaces collaboratifs, là, les espaces de coworking. C'est que ça, c'est mes deux activités principales. Deux business qui se mêlent bien ensemble aussi. Effectivement, beaucoup de synergie entre les deux entreprises. Ouais, c'est parti d'où l'idée de partir? C'est laquelle qui est venue en premier? Workbase est venue en premier? Non, c'était l'entreprise de staffing, donc de personnel. Okay. C'était l'agence qui était en première. Mais vu qu'on travaillait directement avec les entreprises, avec les départements de ressources humaines, bien, on pouvait voir un peu les tendances où ce qui s'en allait. Et dans les tendances de croissance d'emploi, commençait à manquer d'espace dans certains bureaux, plus toutes les startups. Mais le besoin de locaux qui étaient dynamiques, qui était une opportunité pour les employés ou les jeunes entrepreneurs qui se démarraient. On a vu qu'il y avait une belle opportunité de développer un peu plus dans ce créneau-là. On n'est pas les seuls, puis on ne sera jamais les seuls. C'est comme dans la restauration. Il faut juste faire les choses un peu mieux que les autres. On cherchait quelque chose qui allait nous démarquer, qui allait continuer un peu sur notre image qu'on a dans notre entreprise d'arrobase personnel. Et c'est cela. Puis ça a quand même été assez rapide pour le remplir. C'est super intéressant le volet. On a vu qu'il y avait un domaine à exploiter. Clairement. Puis d'ailleurs, Charlie et moi, on en parle souvent dans notre podcast, comme quoi que en ce moment, le COVID, par exemple, c'est carrément une opportunité d'affaires pour des business, puis pour d'autres, c'est plus difficile. Puis il faut voir là une opportunité, je crois, puis sauter sur ça, tu sais. Puis c'est intéressant ce que tu amènes au côté plus IT puis ces trucs-là. Je suis curieux de savoir ton bagage, ton passé face à ça, tu sais. ça veut dire qu'il y en a beaucoup, ça. ben j'imagine. Non, mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que j'étais un gars d'automobile. J'ai commencé dans la vente automobile à 20 ans. J'étais directeur des ventes à 21 ans. Puis je suis monté rapidement directeur général des ventes, directeur général concessionnaire. J'ai été 13 ans chez Ford. Après ça, 8 ans chez Porsche. Fait que j'étais un gars d'automobile. J'étais pas un gars de TI. Je pense qu'en affaires, la business, ce que tu réalises, c'est que la mécanique d'une business est la même quoi que ce soit que tu offres comme service. Ça change pas. La base est toujours la même. Que tu vendes une automobile, que tu vendes un verre, que tu vendes quoi que ce soit comme service. Là, on vend du personnel ou on vend des espaces. La business comme telle, c'est la même dynamique. Fait qu'en 2008, j'ai cessé dans l'automobile. Concours de circonstances, l'économie s'est complètement écrasée en 2008 dans l'automobile. À ce moment-là, j'étais en processus d'acquisition de concessionnaire. Ça serait une autre longue histoire. Et dans la contrainte économique, puis la surprise qu'on a eue en 2008 avec la crise économique financière, ben, je me suis retrouvé un peu dans l'ouragan, si on veut, de cette tempête-là. Une fois que l'ouragan l'a passé, elle a ramassé aussi une bonne partie de ma fortune. OK. Et on a dû recommencer. Fait que, c'est là que je me suis retrouvé un peu dans la business de personnel. Ce qui est intéressant, c'est que tu as vécu 2008. Fait qu'en ce moment, ce qu'on vit là, le COVID, t'es comme... C'est-tu similaire ou... moi, je suis curieux. J'ai pas vécu au niveau business, moi, cette phase-là. J'en ai vécu plusieurs, plus qu'une. J'ai vécu celle de 2000, j'ai vécu début des années 90, fin des années 80.
Les cycles se répètent aux 10 ans. Ouais. Okay? Fait que ça, c'est la première réalité. Fait que tu pars années 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. À chaque 2-3 ans d'écart, c'est soit des 38 au 1 de chaque décennie, le cycle se répète d'une crise. Fait que c'était déjà prévisible qu'il y a une crise qui s'en venait. Il y a un élastique qui allait péter, c'était une question de temps. Le COVID est juste venu accélérer le processus. Exact. Vraiment beaucoup. Parce que déjà, dans les premiers mois, il y a des entreprises qui brisaient. Tu peux pas juste briser en 2 mois. Non, c'est parce qu'il y avait déjà une maladie qui était sur place. Exactement, ouais. Là, j'utilise les termes du COVID comme c'était des humains, mais les entreprises, c'est un peu comme ça aussi. Là. Si ça a un cancer à l'intérieur, ça a des problèmes financiers, etc. Mais quand ça a touché, ça les a brisés. Mais ils étaient sur le point de briser. Ouais, ils survivaient déjà un peu. Exactement. Le COVID va avoir créé des effets secondaires, là, si on veut, sur des commerces qui n'étaient pas prévus de briser. On prend la restauration, on prend l'hospitalité, on prend les spectacles. C'est toutes des industries qu'il n'aurait pas dû briser. Ça, c'est la crise, elle a forcé une brisure dans des industries qui n'étaient pas prévues. Mais il y en a d'autres que c'était un peu prévisible. Et même préparer, là. Et même préparer ces entreprises-là qui n'étaient pas prévues. Exemple, ils pourraient même autant se préparer, mais qu'au final... On se prépare toute à une crise. Ouais, c'est ça. Moi mon fils, pour vous le dire, ça fait des années que je lui dis qu'il faut se préparer. Là. Il y a une étape, il y a une opportunité qui s'en vient, il y a une crise qui s'en vient. Il faut que tu te mettes plus en position de cash. Il faut que tu calcules un petit peu dans quoi tu vas t'engager. Puis tu prépares, tu essaies d'avoir des business qui sont anti-récession. T'sais, essentiellement, notre business de personnel, c'est anti-récession. Parce que il y a plus de demandes de personnel que de personnel disponible. Mais même dans une crise, même si tu coupais de moitié le nombre de demandes, il y a encore un surplus de demandes sur le nombre de personnel. Fait que ça ne change rien. Fait que c'est anti-récession. Puis après ça, nos espaces, on s'est dit les espaces de coworking, mais quand l'économie est en train de boomer, ben c'est toutes des nouvelles entreprises qui vont venir dans ces espaces 100%. dynamiques-là. Totalement. Puis quand l'économie contracte, c'est des plus grandes entreprises qui vont venir dans des espaces temporaires, le temps de voir ce qui va se passer. Fait que d'un côté ou de l'autre, tu es dans une business qui est anti-récession. Le seul X, c'est que celle-là n'était pas anti-COVID. OK, c'est ça, exact. Quand ils ont donné l'ordre de vider les villes, malheureusement, ta business, soudainement, elle n'a plus de contrôle sur le destin. Ouais, exact. Et là, elle est soumis un peu à ce qui se passe sur le marché. Fait que ça serait un bon tip à donner de dire mieux vaut prévenir que guérir. Toujours focusé, puis là on s'est regardé Kevin et moi parce qu'on s'est échangé un regard de on va noter ça à quelque part, de dire que faut que ce soit une business anti-récession. Oui. Mais comme dirait mon père, la peur évite pas le danger. Non. Anyway, non. Est-ce que tu as, en 2009, puis dans les autres années qui sont venues par après, été opportuniste de ces crises-là par après? Ben, je dirais que à ce moment-là, j'ai été plus je subissais. Okay. Le problème. La première fois, on va dire la crise de 2000-2001, là aussi, j'ai pas mal tout perdu. Mais là, c'est juste parce que j'étais un jeune tu veux tout avoir tout de suite. Le danger, puis c'est une affaire que je répète à mon fils ou mes autres enfants, c'est pas une course, puis là, tu le réalises, c'est quand t'es jeune, puis tu sors peut-être d'un milieu familial qui est pas opportuné, puis t'as vécu une jeunesse difficile, l'intimidation, whatever, puis là, soudainement, tu commences à connaître du succès, là, t'as envie de tout avoir. Tu vas avoir les belles voitures, tu vas avoir les belles maisons, tu vas tout vite. Là, tu réalises que il y a un pattern. Ça va vite. Puis tu imagines que tu es invincible. Parce que quand on est jeune, on s'imagine invincible. Ça ne m'arrivera pas à moi, ça arrive aux autres. Mais quand ça t'arrive, ben là, tu vois que je me suis peut-être trop embarqué. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est différent parce que j'étais comme préparé, mais pas préparé à la crise, comment est-ce qu'elle a pris par surprise l'industrie de l'automobile, puis qu'elle a mis en faillite GM, Chrysler, protection de la faillite Ford, puis que le mal qu'elle a fait dans cette industrie-là, ça, c'est un peu difficile de le voir venir à cet impact-là. OK. Fait que j'étais pas... honnêtement, celle-là, je pense que je l'ai pas vu venir. Même si des fois, on y pense, je voyais des opportunités, mais je l'ai moins vu venir. Là, c'est difficile d'essayer d'anticiper des trucs. Tu vois, à un moment donné, la vie va comme qu'elle va. La récession, c'est évident qu'elle va venir un jour ou l'autre. Et ça, c'est clair, c'est une base. Mais à un moment donné, COVID, comment tu aurais pu prévoir ça? À quelque part, à un moment donné... COVID, c'est impossible. La récession, oui. Comme je disais, la récession, c'est clair, c'est aux 10 ans. À chaque 10 ans, ça se répète, ou à peu près à 10 ans. C'est pas 10 ans exact, mais on va dire chaque décennie, si on se donne une largeur. Là.
Ça, c'est clair, ça se répète. Fait que ça va se répéter dans un autre 10 ans pour vous. Exact. Là, ça va être le terrain des opportunités. Chaque post-récession, ça, c'est ce que j'ai vécu, on va dire les 2 fois. C'est le post-récession. Le post-récession, c'est le moment de se créer un élan. Mm-hmm. Parce que les 3-4 années qui suivent la récession, c'est les meilleures, c'est les plus explosives. C'est ceux-là où on se multiplie parce qu'il y a encore du monde qui sont craintifs en arrière. Puis les premiers à s'élancer, c'est eux autres qui vont tout ramasser. Ils vont ramasser les opportunités, ils vont ramasser les affaires. Le COVID va générer encore plus d'opportunités. Parce qu'il y a tellement de restaurants, il y a tellement d'hospitalité, il y a tellement de business qui vont en mourir, qui ne sont pas remplacés immédiatement. Parce que, tu sais, une faillite typique d'un restaurant, elle va tomber en faillite, elle va tomber chez le syndic, pas longtemps après, quelqu'un va la racheter à rabais, tout l'équipement qui a été fait, les travaux, blablabla, qui va réouvrir sur une nouvelle bannière, puis une nouvelle opération, ça coûte moins cher pour opérer, puis il va se remplir tout de suite le lendemain. Là, le X, c'est que personne ne va être acheté une faillite, parce que tu ne sais pas. La raison qu'elle a fait faillite, c'est que c'est pas encore parti. Mm-hmm. Tant que le COVID est là, puis qu'il n'y a pas une forme de sécurité, ça va demeurer un ralentissement dans ces créneaux-là. Pas être capable de tenir le choc. Mais les premiers qui vont reprendre, ça veut dire ceux qui ont survécu puis qui vont se mettre à acheter de la compétition, puis que les autres vont dire « OK, moi, je me start », eux autres vont pogner le boom. Ça, c'est vraiment intéressant Vraiment? parce qu'on en parle donc souvent de dire prenez l'opportunité. Tu sais, c'est le temps. Il y a quand même personnes en ce moment qui ils font rien, puis ils sont assis, puis ils font comment le COVID c'est plate, puis ils chialent au lieu de prendre en main leur rêve ou peu importe, juste que ça soit aussi minime. Va te planter, mais plante-toi, tu sais, fais quelque chose. Puis tu sais, moi, en tout cas, j'ai ça beaucoup à cœur. Je pense que c'est le meilleur exemple de plante-toi puis apprends quelque chose. Là. Ben, est-ce que tu Faut regrettes pas quoi avoir que peur ce de soit? planter. Moi, j'ai jamais peur. C'est la première chose, faut pas avoir peur. La peur, c'est une motivation, mais il ne faut pas être trop peur au point que tu t'empêches de faire quelque chose. Que tu doutes de toi-même, oui. Exact. Fait que ça, c'est l'essentiel. Moi, je suis... Le terme anglais, on dit « fearless ». J'ai pas peur. Est-ce que ça me stresse? Mais oui, ça me stresse. Mais c'est le stress, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, c'est le thrill. Tu sais, l'athlète là, qui est au bâton là, en 9e manche, là, je parle moi de baseball, puis que c'est le swing qui est important pour son équipe. Là. Il y a un rush d'adrénaline, il y a un rush de stress là, qui est en train de le prendre. Là. Il a peur d'échouer, mais en même temps, il croit qu'il va le réussir. Fait que c'est un peu ça là, quand tu te pars en affaires où la motivation, faut pas t'avoir peur. Des fois, j'en vois des rêveurs. Ah, je veux ci, je veux ça. Take it. Right? Ouais. Prends-le, puis après ça, donne-toi les outils pour continuer. Des fois, il faut avoir peur de prendre des risques dans la vie. Les risques, ils vont être récompensés. Des fois, on va en échapper. C'est clair. On va en échapper plus souvent qu'on va en réussir. Mais quand on les réussit, on les réussit. Puis, c'est la raison c'est ce qui va nous séparer, les gens de succès et les gens qui n'ont pas de succès, c'est à quel point tu es capable de prendre des échecs puis de te relever. Exactement. 100%. C'est vraiment là. C'est pas j'ai échoué, c'est fini, j'arrête. J'y crois plus. Ah non, c'est souvent, t'es souvent à l'aube de quelque chose de grand, tu sais. Tout le temps. Ce que j'ai remarqué personnellement, là, tu sais, puis mon vécu n'a rien à voir avec le tien, ça, j'en suis convaincu. Mais à chaque fois que j'avais un gros problème, une grosse difficulté, quelque chose de lourd mentalement, quelque chose d'insurmontable, j'étais à la veille de quelque chose d'incroyable. J'étais à la veille de quelque chose d'incroyable, une révélation, un breakthrough de « Oh my God, moi j'avais pas vu ça », puis boum! On est toujours sur le bord. Puis la différence entre celui qui réussit et celui qui échoue, c'est que celui qui réussit l'a vu. Puis celui qui l'échoue a choisi de ne pas le voir. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, je veux dire, c'est comme je compare souvent aux athlètes, là, je reviens souvent aux athlètes, là, mais l'athlète, il a le pouvoir de la visualisation, puis il voit l'opportunité, puis il voit l'ouverture. Ça, c'est le super athlète. Puis les autres sont moins, ils vont juste suivre la game. Ouais, exact. Fait que toi, c'est tu suis la game ou tu vois les ouvertures. Il y a toujours une ouverture. Toujours une ouverture. C'est comme en course automobile, il y a toujours un moment, une opportunité pour dépasser puis de passer en avant de l'autre. Mais je peux rester sécure puis juste suivre en arrière. Exactement. Fait que c'est un peu la même affaire. C'est que pour réussir, il faut que tu vois chaque fois qu'est-ce qui se passe alentour de toi comme une opportunité. Peut-être que c'est rien, mais il y a toujours, puis à force de faire cet exercice-là, de voir si c'est une opportunité, peux-tu le faire, ça peut-tu fonctionner, je regarde les options, je regarde les possibilités, bien, il y en a qui vont décliquer.
c'est comme faire des exercices avec son cerveau. C'est le conditionner aux opportunités, le conditionner à voir. Content d'entendre ça. Je suis vraiment content. On en parle pratiquement à tous les podcasts, puis c'est vraiment intéressant de te voir avec ton expérience vraiment revenir sur ces termes. C'est tellement de base quand tu y penses. Exactement. Mais ça échappe à beaucoup de monde. Puis je voulais savoir, toi, côté opportunité, est-ce que tu sens que là, tu es à l'aube de quelque chose? Peut-être, est-ce que tu aurais pas une porte de sortie, mais qu'il y aurait une opportunité que tu aimerais prendre, soit avec Workbase ou avec Arobase Personnel? Moi, je vois constamment des opportunités, puis des fois, c'est soit des nouveaux contrats qu'on va signer, c'est soit quelque chose qui s'en vient. On est toujours sur le point tournant. Okay. Mais en même temps, c'est que je suis une personne qui voit la vie peut-être comme un marathon, non pas comme une course de sprint. Ben, j'imagine avec... J'ai vécu le sprint. C'est ça. Puis quand j'ai tout perdu la première fois, tu fais comme OK, wow. Mais ce que tu réalises, c'est que si tu fais un plan défini de ton chemin, ton parcours, mais un plan, là, c'est pas qu'est-ce que je veux faire dans les 6 prochains mois puis les 12 prochains mois, c'est qu'est-ce que je veux faire, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Il y en a qui vont dire c'est trop loin, moi, je vis le jour le jour. Ouais. Mais on se revoit dans 15 ans. C'est ça. Mais moi, mes plans étaient déjà déterminés à long terme. J'étais avec la même femme depuis qu'on a 15 ans, depuis l'âge de 15 ans, les deux. Puis elle serait parce que tout ce que je visualisais, je le partageais avec elle. C'est un peu comme un plan partagé ensemble. C'est une motivation, c'est un travail d'équipe. Là, même si moi, je suis au front en avant, puis elle a fait le support en arrière avec les enfants, mais mon support moral aussi, mon appui. Fait qu'il faut qu'elle soit capable de voir le plan qui est visualisé, puis à quel moment, où on en est dans notre progression. Mais tout était un peu comme visualisé pour dans 5 ans, 10 ans. J'avais tout vu mon chemin jusqu'à l'âge de 40 ans. Quand j'étais avec elle, entre 15 et 20 ans, on est déjà en train de planifier jusqu'à 40 ans. Ça a l'air gros, là. Mais pourquoi? Parce que si tu vois où est-ce que tu veux être en 40 ans, tu peux commencer à créer des segments. Si je suis là dans 40 ans, où est-ce qu'il faut que je sois? À quel âge de 40, ça veut dire c'est 20 ans, 22, 23 ans. C'est-à-dire qu'il faut que je coupe en deux. C'est-à-dire où est-ce que je dois être dans 10 ans, où je dois être dans 5 ans, où je dois être dans 3 ans, où je dois être dans 2 ans, où je dois être dans 1 an. Puis là, ça te fait un chemin, un parcours pour te rendre à ta destination. Puis le plus drôle, c'est que même si en 2000, j'ai tout perdu, j'avais 32, puis on repartit le parcours du 40, mais à 40, on était exactement où j'avais toujours visualisé, malgré le recul. Malgré le reset. Malgré le reset. Parce que tu pars avec la connaissance. Ah ben clairement. Tu sais là, comment si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire une deuxième fois. Mais... Même si tu l'as perdu, tu sais exactement quoi faire. Tu ne feras pas les mêmes erreurs que tu as faites au début, que tu as pris plus de temps à mettons, compounder ton succès. Mm-hmm. Mais là, quand tu le repars à une autre vitesse, puis tes opportunités, t'es plus opportuniste. Fait que moi, j'ai fait le virage, mettons, de Ford à Porsche, après ça, Porsche, j'étais DG. Fait que je voyais plein d'opportunités. Tout ce que j'ai appris dans ma vie antécédente, je l'ai amené là, puis je l'ai fait multiplier. Puis j'en ai profité, puis ça m'a amené exactement où ce que je devais être à cet âge-là. Sans faire de jeu de mots, là, tout ce que tout ce qui t'a emmené vers le succès, c'était vraiment tes véhicules qui t'emmenaient vers où est-ce que tu voulais être. Puis je pense que c'est safe to say que ce qui t'a donné la vision de tout ça, c'est que comme Kevin a parlé souvent dans les derniers podcasts, la vraie raison pourquoi tu fais tout ce que tu fais, ton vrai why, ta vraie raison de te lever le matin, elle a été la même depuis le début. Ça change pas. Puis tu y as été jusqu'au bout. Là. Ça change pas. Puis tu sais, c'est les valeurs, c'est la famille. Parce que dans nos plans, c'était tout ça. Là. Mm-hmm. C'est pas, moi, mon rêve, c'est, je sais pas, moi, me promener une Ferrari, puis blablabla. Non, c'était, on fonde une famille, on allait avoir 3 enfants, on avait déterminé qu'on voulait un garçon, 2 filles. Ça, c'est un hasard, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Mais on a visualisé ce qu'on voulait. On voyait la famille grandir. On voyait un jour, on se voyait comme grands-parents. C'est une visualisation familiale. Mais ça fait partie de tes objectifs. Parce que c'est ça qui va te driver. Mm-hmm. Parce que il y a une déconnexion entre la bébelle est importante, la bébelle. J'en ai des belles bébelles, si vous suivez un peu. Là, ouais, j'ai vu ça. Fait que j'en ai des belles bébelles, mais pour moi, la bébelle, c'est plus comme peut-être le trophée qui vient dans une étape d'une carrière. C'est que tu es en progression, tu es un athlète, tu vas gagner dans le junior, tu vas gagner un championnat ou un MVP dans le junior, là, tu es complètement heureux. Là, tu tombes dans les pros. Là, dans les pros, tu as encore tes nouveaux objectifs, tu veux gagner un championnat, puis là, tu vas gagner, tu vas une récompense. Mais là, ça n'arrête pas là.
C'est pas quand la journée tu as gagné un championnat, C'est ça. tu as fini. C'est pas un objectif, là. T'as pas- C'est un reward. Non, c'est juste une récompense. C'est pas l'objectif. Fait que j'ai jamais mis un automobile comme un objectif. Exemple. Jamais. Ça n'a jamais été le ultimate. Parce que c'est important de conditionner son cerveau à où le chemin, où tu t'en vas réellement. Exact. Ça, c'est juste un outil de récompense pour te positionner, t'aider à savoir où est-ce que tu es rendu dans ta progression. C'est la grosseur de ton trophée. J'aime vraiment ça. Ouais, Mais ça change rien. C'est pas comme la job est finie. OK, hey, je l'ai eu. Est-ce que tu le réalises que quand tu l'as, ça change rien? Mais c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de gros char. Mais j'anticipe tellement le fait d'avoir le gros char, pas comme yeah! Au bout d'un mois, je fais bon, ben c'est ça, là. Au bout d'un mois, au bout d'une semaine. Bon, regarde. Au bout d'une semaine, c'est déjà fini. Tu sais, le thrill, c'est vraiment, c'est juste passager. Là. C'est comme tu vis le hype, là, tu l'as, puis tu t'imagines que ça va te donner tellement, mais en bout de ligne, c'est une bébelle qui est dans un garage qui coûte de l'argent, puis après ça, tu la sors, puis tu fais attention, puis tu sais, il y a tout un watch-out, puis là, t'as les haters, puis tout ce qui vient avec. Puis là, tu fais que non, tu le fais juste pour toi. Puis ça peut être des choses différentes. Il y en a que ça va être des montres. Ouais. Tu sais, il y en a d'autres. C'est ce qui est important, c'est que tu te récompenses à quelque part dans ton parcours pour t'aider à te positionner dans l'objectif ultime. Mais l'objectif ultime, c'est une demeure, une famille. Puis là, tu vas te donner les éléments pour atteindre ces objectifs-là. Fait que si moi, je veux une grande famille, puis je veux donner la liberté à mes enfants, puis la liberté à mes petits-enfants, c'est-à-dire que très tôt, dans le processus, avant d'avoir les enfants, puis avant d'avoir les petits-enfants, il faut que déjà je travaille en train de paver mon chemin pour leur donner cette indépendance-là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est l'objectif. Mais si tu te rends là, c'est certain que dans la fondation que tu es en train de bâtir, tu vas te gâter. C'est clair, ça fait partie du c'est un peu process. Comme tes années 2000, quand tu disais que tu avais fait les erreurs de trop aller là-dedans. Tu pensais que le char, c'était ton retour sur investissement, mais tu réalises avec le temps que c'est l'expérience que tu gagnes de faire tout ça qui est ton réel retour sur investissement. Là. C'est clair, mais aujourd'hui, tu sais, tu vas me dire, oui, l'auto peut être un retour sur investissement après un certain temps dépendant où tu cadres dans le type de business, qui tu côtoies, qu'est-ce que tu fais comme network. Tu sais, moi, je me sers de ça aujourd'hui, les voitures. C'était essentiellement plus jeune, c'était parce que je voulais l'auto. Hein? Aujourd'hui, oui, j'aime toujours les autos, mais je vois un outil de business aussi avec la voiture. Elle peut me rapporter plus. Je trouve que c'est la carte d'affaires qui est plus visuelle. Puis quand tu vas voir les gens clés dans un réseau, premièrement, va te positionner au niveau du succès. Parce que quand plus tu veux signer de gros contrats, bien, plus il faut que tu aies de l'air la personne qui peut supporter un gros contrat. Fait que c'est important là, c'est important de côté psychologique là-dedans. C'est ça. C'est important ce que tu as dit, être capable de. Faut que tu aies l'air d'être capable de supporter le gros contrat. Ça, je pense qu'il y a une. Mais pas juste avoir de l'air. C'est ça, pas juste avoir l'air d'être le gros contrat. C'est ça. Ça, c'est super important. C'est ça. Avoir de l'air, c'est je vais aller louer une auto à une fin de semaine, puis je vais essayer de me faire le show-off, puis je vais dépenser comme un malade. Mais ça, c'est avoir de l'air. Les loues-tu des voitures? Je disais, est-ce que tu les loues? Est-ce que tu as une business de location de voitures avec ça, non? Non. Purement... C'est juste pour moi. C'est cool. T'as quoi, mettons, pour le fun? Ouais. J'ai quelques-unes. On a une Alfa Romeo 4C, qui est une petite italienne, toute en fibre de carbone, fabriquée à la main. Une belle petite voiture, un go-kart. On a une Porsche GT4. Une voiture aussi cool pour la piste. Ouais, c'est elle qui a plein de couleurs. Là. Ouais, tout le wrapping, là, si on veut, de la business, comme la 4C. Personnel, j'ai une Aston Martin, pour ceux qui aiment... Dis de même, personnel. Puis une Panamera familiale, très cool. hybride, pour les petits-enfants, chiens, etc. Tu arrives à parker ça... Un Jeep, un Rubicon, parce qu'avec toutes les nids de poules qu'on a l'hiver, ça prend de quoi qui passe au travers de tout ça. C'est pas faux. Ouais, on a de la place au building, ce qu'on est. Ah, c'est cool. C'est le fun, très, ça. très intéressant. Moi, je suis curieux de savoir comment que tu mêles le côté relationnel, mettons, à la maison, et le travail, à voir comment tu équilibres ça. Et si tu arrives à bien le faire. Je pense ça, c'est ce qui est super important, c'est de pouvoir déconnecter.
de ne pas rester toujours dans le stress. C'est que, si tu veux être efficace, c'est comme alors, je vais encore comparer au sport, là, c'est tu vas faire tes gros exercices, tu vas pomper ton corps, puis à un moment donné, il faut que tu le laisses reposer. Tu le laisses reprendre avant de te relancer. Fait que ça ne peut pas être en continu. Le cerveau, c'est la même chose. Tu peux pas le mettre en compote en réfléchissant non-stop. Faut que tu sois capable de compartimenter. Fait que quand tu es on va dire du 9 à 5, c'est là que ton cerveau travaille. C'est là qu'il est focus vraiment sur qu'est-ce que tu as besoin de faire. Après ça, tu sois capable de fermer la porte puis déconnecter. Oui, des fois, ça déborde un peu, whatever, les occasions, mais généralement, il faut que tu sois capable de déconnecter. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fantasy, donc tout ce qui est Star Wars, Marvel, etc. Fait que je vais déconnecter beaucoup en allant dans ces mondes imaginaires-là. Ça ne t'amène pas à réfléchir dans ton réel parce que tu es dans l'imaginaire. Fait que ça m'aide à déconnecter le cerveau. Je suis un grand amateur de Disney. Je vais peut-être aller à Disney 30 à 40 jours par année. Là, c'est sûr que ces temps-ci, non. La dernière journée, c'était le 1er mars quand on est revenu. Puis une couple de semaines après, les portes étaient fermées pour les États-Unis. Mais ça, c'est encore un univers que j'aime beaucoup parce que quand on va là-bas, c'est une place qui nous déconnecte de la réalité. Mais en même temps, c'est une des entreprises les mieux opérées au monde. C'est une place de source d'idées phénoménale. C'est incroyable les idées que tu peux avoir. Puis surtout si tu vas faire les tournées souterraines des entreprises, on appelle les backstage, là. Parce que les autres à Disney, c'est comme tout ce qui est à l'avant, c'est le front stage, c'est un show. Puis ce qui se passe dans le backstage, c'est la business. C'est la business. C'est pour ça qu'ils appellent des cast members, pour ceux qui sont déjà allés à Disney. Okay. C'est comme eux autres, c'est comme c'est tourné. Puis c'est la mentalité de Disney, c'est un cinéaste. Fait que ben oui. Disney, c'est... Non, moi j'ai été l'autre affaire. Tu as 2 parcs, là, ben Universal. Merci. Ouais. Mais Universal, c'est vraiment comme un parc d'attractions. Ouais. Mais Disney, c'est comme... Ça a été monté comme un scénario. Okay. Tu sais, le scénariste, la créativité, c'est que tu rentres dans une histoire puis tu passes dans l'histoire. Puis quand tu apprends, tu vois tous les petits secrets qui sont dans l'environnement. Mais ce qui est important, ce que tu apprends, les leçons de Disney, c'est l'expérience. L'expérience pour soi. Quand tu rentres là-bas, comment est-ce que tu vis cette expérience-là, ce qui te donne envie de retourner, de consommer. Mais ça reflète dans tes business. C'est ce qu'on a fait dans nos business. C'est ces idées-là qui viennent enrichir, là, créer un héros unique pour notre business de personnel, pour la distinguer de la compétition. Faire ici dans les salles de conférence qui sont très thématiques, qu'on ne va pas retrouver dans des autres espaces, que tout va être vraiment pareil. Mais c'est ces expériences-là qu'on a amenées dans nos business de tous les jours, qui est un gros plus qui nous différencie. C'est très intéressant. Il y a des leçons à prendre de partout, même dans les loisirs. C'est incroyable parce que là-dessus, en tout cas, je relate beaucoup à ce que tu dis. Moi, j'aime beaucoup l'univers Marvel, cette affaire-là, créativité, ces trucs-là. Puis moi-même, en tant que... Au niveau psychologique, je m'identifie beaucoup à un héros pour pouvoir trouver mon héros intérieur. Parce que même quand il y a des problèmes ou whatever... C'est lequel? C'est lequel? Oui. C'est Stark. Moi, c'est Stark. C'est Stark, c'est Stark. Ouais. C'est bon. Mais j'ai beaucoup le côté Captain America, by the way. C'est bon. C'est vrai que je suis de même. C'est bon. Moi, c'est Steve Rogers. Ah ouais? Ah, tu vois? Ouais, c'est sûr. C'est pour ça, un rassembleur. Un peu partout. Un rassembleur. Non. Mais en bas, dans nos bureaux, pour les amateurs, on a un vrai R2D2, 100% fonctionnel. Wow. Ouais. J'ai le bouclier de Captain America. C'est vrai? Tout en métal. Une réplique pareil comme dans le film. Il y a plein de petits props en bas. Fait que oui, je suis très c'est tellement important de garder ça, le côté rêveur. C'est important. Et un entrepreneur, c'est un rêveur. Ça, c'est première chose, c'est un entrepreneur, c'est un visionnaire, c'est un rêveur. Si tu enlèves cette partie-là de l'élément, tu peux pas être un entrepreneur. Exact. Tu peux pas, tu deviens juste un analytique, contrôleur, un gars de finance. T'es juste ça, il faut que le chiffre plus 1, moins 1... Mais pas un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est un fou. Exactement. Juste à un certain niveau, on est tous un peu fous. C'est sûr qu'il s'est fait dire un jour dans sa vie « Ah non, on sera pas capable. Ah, oublie ça. » Constamment, tous les entrepreneurs, tous sans exception, comprennent l'homme le plus riche au monde, Steve Bezos, il va te raconter des histoires que tout le monde a dit qu'elle allait échouer. Exact. C'est ses parents qui l'ont aidé à le financer, puis d'autres pour partir à Amazon à l'époque, là, qui faisait juste vendre des livres en ligne.
C'est vrai. Tout le monde a commencé avec des peanuts. Puis ils sont tous fait dire qu'ils vont échouer. Mm-hmm. Mais ça, c'est n'importe quel entrepreneur. Où que ce soit ton niveau de succès, où il va terminer. Est-ce qu'il va terminer dans les hautes sphères inatteignables ou est-ce qu'il va juste finir où est-ce que tu es bien? Où toi, tu te sens heureux comme individu, comme personne? À quel niveau que tu vas chercher puis à quelle façon ta business peut peut-être exploser? Mais on s'est tout fait dire constamment que ça n'allait pas marcher. Constamment. Tous les jours. Ouais. Ça fait partie de la game. Tu l'acceptes. Puis toi, le premier, ben des fois. Tu sais, quand tu tombes dans le doute, là, faut que tu surmontes ça. C'est vrai. En tout cas, merci pour ton expérience. Pour Merci vrai, beaucoup. Très, très apprécié. Vraiment. Ça a été... je me sens retourner à l'école. Ça fait du bien. C'est le fun. C'est le fun. J'adore l'apprendre. On est toujours à l'école. moi, j'apprends tous les jours encore. Je suis toujours en train d'apprendre. J'ai pas peur d'apprendre. C'est ça, sur une note de fin, ça, je vous dirais que une des choses que je fais beaucoup, puis je partagerais aux jeunes, collez-vous au succès. Apprenez du succès. Quand il y a des gens qui ont du succès, essayez d'en apprendre le plus possible de ces gens-là. Admirez-les, puis comprendre le chemin qu'ils ont pris. Moi, c'est un des cercles que j'ai eu la chance de côtoyer, surtout mes années chez Porsche. Ça m'a permis de côtoyer des gens de très grand succès, là, des célébrités. Je ne veux pas dire célébrités dans le sens de TV, mais célébrités au sens des affaires. J'ai eu la chance d'en côtoyer certains des grands noms. Mais d'apprendre de ces gens-là comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils sont passés au travers, de voir comment est-ce qu'ils sont encore humbles. L'humilité, c'est tellement important. L'humilité est tellement importante. Il y a toujours quelqu'un qui en a plus. Restez grounded. Puis on est toujours sur la limite de tout perdre. C'est tout le temps, c'est ça, être en affaires. Et c'est toujours une ligne comme ça. Mais tu l'apprends avec ces gens-là aussi. Puis tu apprends que quand ils ont du succès, comment est-ce qu'ils interagissent. Puis toutes les informations qui peuvent nous nourrir. Puis en même temps, ils nous amènent à croire. C'est important à croire. Plus tu tiens alentour de ces gens-là, plus tu réalises que c'est atteignable. C'est réel. C'est exactement ça. C'est bien expliqué. Ben là, il va falloir revenir. Alors, il faut faire une troisième partie. Là, on va s'en va directement à la partie 2. Donc, si jamais vous voulez regarder ça, c'est vidéo juste après. Donc, on se retrouve là tout de suite. Ciao, guys. Super, merci.